Et donc, j'ai dit, pourquoi pas, je vais fonder un centre qui s'appelle l'art de la découverte de soi. Je trouve qu'il y a un facteur de risque qu'on a beaucoup trop grossir, qui est l'hérédité familiale. D'accord. Parce que la science aujourd'hui découvre que ce n'est pas nos gènes qui nous rendent malades. Le fait de prendre du Viagra, c'est comme si on est en train de faire un effort. Est-ce qu'il y a une relation entre le fonctionnement du cœur et ce qu'on appelle en fait des bad trips? New épisode en Tunisie, rencontre avec un domaine différent. Salut Imen, comment vas-tu? Très bien. Et ça fait super plaisir de t'avoir dans le cadre du podcast. C'est quelque chose que je planifiais déjà de faire il y a longtemps et voilà, tu es là. Merci. Carrément. Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux internautes? Je suis Dr Imen Trabelsi, je suis cardiologue, mais pas que. Je suis également intéressée par les domaines de développement personnel, de PNL. Je suis maître praticien PNL, je suis coach, je suis formée en neurosciences, je suis aussi une praticienne certifiée en ennéagramme. J'ai eu aussi d'autres occupations comme, par exemple, je suis présidente d'une association qui s'occupe des handicapés mentaux depuis 2019. Super. D'accord. J'étais également active en politique, en municipalité, conseillère municipale pendant un certain temps. D'accord. Et maintenant, je combine mon activité de cardiologie avec la gestion de mon centre, mon institut, mon nouveau institut l'art de la découverte de soi. D'accord, ok, super. Voilà. C'est un vaste profil. Je pense que ça va être très intéressant. Alors, pour commencer, comment es-tu arrivé à t'orienter au niveau de la cardiologie? Enfin, déjà, tu peux définir en fait ce que c'est, voilà, à ceux qui ne connaissent pas vraiment, et c'est quoi la spécificité en fait. Parce que je pense que beaucoup de personnes, ils se disent juste en fait, ils entendent juste docteur et ils voient juste quelqu'un avec une blouse et avec un stéthoscope. En fait, au fur et à mesure de ma maturité spirituelle, j'ai compris pourquoi j'ai fait la cardiologie. D'abord, la médecine. Moi, je me suis toujours intéressée à être médecin. D'ailleurs, j'ai un enregistrement quand j'avais 4 ans. Je voulais être médecin. D'accord. Et je répondais à mon père, je lui disais, parce que j'aime pas voir les gens souffrir. Je veux aider les gens qui souffrent. Par contre, pourquoi j'ai choisi la cardiologie? La cardiologie, c'est une spécialité qui intéresse le cœur, oui, qui est l'organe maître au niveau du corps, qui est unique, qui n'est pas en 2 exemplaires. Et d'autre part, c'est un organe qui n'est pas uniquement, qui combine plusieurs fonctions en même temps. D'accord. C'est une pompe hydraulique, c'est un générateur électrique, c'est une glande endocrine. Donc, sur le plan physiologique, ça m'a toujours impressionnée en tant qu'organe. Mais après, quand j'ai vu la spécialité, en fait, en 3e année médecine, quand j'ai commencé à avoir le certificat de cardiologie, les maladies cardiaques m'ont beaucoup aussi intriguée parce qu'en fait, j'ai compris après que j'avais des drivers inconscients. D'accord. Qui me disaient que je dois être toujours forte et de me surpasser. Et le fait, en fait, de soigner des maladies cardiaques, ça nous donne, en fait, la satisfaction interne parce qu'on est en train de traiter des patients qui sont très graves et on réussit quand même à leur, dépasser le cap pour revenir dans la vie. Donc, ce désir de performance, peut-être, il m'a emmené là-bas. Et autre chose, c'est que quand on est des cardiologues, on est indépendant. D'accord. Puisque je ne sais pas si tu sais que le cardiologue, c'est le seul médecin qui fait lui seul ses examens complémentaires. Il n'a besoin de personne. D'accord. Donc, il va être tout le temps autonome parce qu'il fait l'échographie cardiaque, il fait la coronarographie. Donc, ça te donne en fait cette autonomie et cette indépendance. Et pourquoi particulièrement? Parce que on aurait dit pour un néophyte, ça aurait plutôt été contre-intuitif parce que le cœur semble être relié à tellement en fait d'autres structures dans le corps. Voilà. Alors du coup, pourquoi cette indépendance-là, en fait, de la cardiologie? Ben, je sais pas. Hein. C'est depuis le temps, un cardiologue, c'est lui qui explore le cœur. C'est lui qui fait l'électrocardiogramme et il interprète. C'est lui qui fait l'échographie cardiaque. C'est lui qui fait la coronarographie pour explorer les coronaires. Ça a été toujours comme ça. Un radiologue ne peut pas faire le travail du cardiologue. D'accord. Et en plus, un cardiologue aussi, il peut même traiter ses patients aussi bien médicalement que interventionnellement. Ça veut dire qu'il peut ne pas être emmené à la chirurgie et il va réaliser les actes d'une manière interventionnelle.
D'accord. Donc, c'est cet aspect qui fait la grandeur Voilà, de la spécialité à mes yeux à l'époque où j'ai choisi ça peut-être. Mais après, quand j'ai pris en fait du recul et j'ai pris un peu plus de sagesse, j'ai compris d'autres choses qui m'ont emmené vers la cardiologie. Et maintenant, je regarde le cœur comme étant un exemple qui donne du sens à la vie. Parce qu'en fait, au niveau du cœur, il y a une diastole et une systole. Mm-hmm. Et donc, il y a le fer et le non-fer. C'est un organe qui montre l'équilibre dans la vie, entre le fer et le non-fer. Il n'y a pas de battement et repos. Entre recevoir et donner. C'est ça. Et il montre aussi que dans le cas où on ne fait pas de bonne diastole, on ne peut pas donner une bonne systole. D'accord. Donc, si on ne donne pas le temps à la réception, on ne peut pas donner. C'est ça. Et donc ça, je le vois sur le plan spirituel actuellement, cette explication. Et puis d'autres choses, c'est qu'au niveau de la cardiologie, j'ai choisi de me sous-spécialiser en cardiologie pédiatrique, la cardiologie de l'enfant. Et pourquoi en particulier? Au début, parce que en fait, moi, je n'aime pas la répétition. J'aime pas répéter toujours la même chose. Mm-hmm. Et avec les enfants, les cardiopathies sont tellement variables, tellement diversifiées, que devant chaque enfant, je suis devant une nouvelle aventure. Comme ça, je vis toujours du changement. Et en plus, ça ramène toujours des nouvelles réflexions pour trouver des nouvelles solutions. Après la maturité spirituelle, j'ai compris que peut-être que j'ai choisi de travailler avec des enfants parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un enfant souffrant. Donc, je voulais câliner les enfants souffrants. Je voulais les aider à sortir de la souffrance. Et en plus, être avec des enfants, ça me permet d'être aussi enfant avec mon authenticité et ma légèreté aussi. Super. Alors, une question, c'est, peut-être beaucoup de personnes ne savent pas ça, mais quelle est la pathologie en fait au niveau du cœur qui est la plus récurrente ou la plus présente sur la planète et pourquoi? La maladie coronaire. La maladie coronaire qui emmène vers l'insuffisance cardiaque. D'accord. Et elle est due à quoi? Elle est due en fait à l'obstruction des artères coronaires parce qu'il y a des plaques qui vont se déposer au niveau des artères. Les artères coronaires, en fait, ce sont les artères qui enveloppent le muscle cardiaque de l'extérieur. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'il y a des dépôts au niveau de ces artères, il y a une réduction progressive du calibre, du diamètre. D'accord. Et donc, il y a une réduction de la quantité d'oxygène qui va arriver au muscle cardiaque. Au début, au repos, tout va bien. C'est uniquement à l'effort qu'on va sentir la gêne. D'accord. Parce que le cœur, il a besoin encore un peu plus de débit. Et après, ça devient de plus en plus sérieux jusqu'à ce que le patient va avoir de la douleur angineuse, la douleur thoracique, même s'il est au repos. Et à un stade ultime, bien sûr, quand l'artère va se fermer, ça va donner un infarctus du myocarde ou une crise cardiaque, comme c'est dit généralement. Donc, la maladie coronaire devient très, très fréquente et très répandue dans le monde entier, puisque notre façon de vivre, elle est à l'origine de ça, en fait. Ok. Et est-ce qu'on trouve plus ça dans les pays, en fait, entre guillemets, en fait, du Nord, ou est-ce que c'est plus... En fait, est-ce qu'il y a une spécificité géographique? Oui, au début, c'était très répandu uniquement au niveau des pays occidentaux. D'accord. Parce que tu sais qu'ici, en Méditerranée, on avait un autre régime qui est différent, qui s'appelle le régime méditerranéen. On bougeait beaucoup, il y avait d'autres habitudes de vie. Et depuis qu'on devient donc dans la mondialisation, que tout le monde commence à manger la même chose, à vivre sous le même rythme, dans la rapidité, dans le stress, ça devient actuellement une maladie qui est aussi fréquente en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord, en Égypte et en différents pays. C'est sûr que les pays de l'Asie sont encore préservés, beaucoup plus épargnés par rapport à ça. Ok. Oui. Et du coup, en fait, tu as parlé de à la fois tes formations au niveau du coaching, du développement personnel et puis également en fait dans le domaine médical. Et on sait en fait qu'il y a une thématique qui est assez récurrente que je pense peut-être la majeure partie des gens ont expérimenté ça au moins une fois, qui sont les attaques de panique. Donc, en quoi est-ce que c'est relié au cœur? Et toi, comment est-ce que tu vois ça?
Ben, c'était parmi les facteurs qui m'ont emmené de chercher autre chose. D'accord. Parce qu'au niveau de ma pratique, je suis toujours affrontée à des personnes qui viennent me dire docteur, mon cœur palpite, je m'étouffe, ben, donnez-moi un médicament. Et puis je dis, ben, vous avez une attaque de panique, il faut voir un psy, il faut voir une autre solution. Et après, en fait, je me suis retrouvée en train de chercher une explication pour aider mes patients et pour m'aider moi-même aussi. D'accord. Parce que le fait que je ne comprenne pas quelque chose, ça me rend frustrée par rapport à ma pratique. Et en fait, maintenant, les données scientifiques, ils confirment que le cœur, il n'est pas uniquement ce qu'on connaît, mais le cœur, c'est un deuxième cerveau. Il y a 40 000 neurones au niveau du cœur. Il y a des réseaux neuronaux. Il y a des neurotransmetteurs. Le cœur, c'est un organe qui permet de recevoir des informations et d'envoyer des informations. Et qu'on connaît, il y a actuellement un syndrome qui s'appelle le syndrome du cœur brisé ou le Takotsubo. Okay. On l'appelle Takotsubo, en fait, c'est un mot japonais parce que ça ressemble en fait à une ustensile de cuisine, je pense, comme ça. Et ce syndrome, en fait, nous montre que le cœur va se relâcher complètement et va avoir donc une partie très importante du myocarde qui défaille sans avoir de problème au niveau des coronaires. D'accord. On sait très bien, depuis que j'étais interne à l'époque, on sait que celui qui a un syndrome de Takotsubo, il va récupérer dans quelques jours. Mais on n'arrivait pas à expliquer ça jusqu'à que maintenant, la recherche, elle a montré que c'est la tristesse intense qui peut entraîner cette atteinte grave au niveau du cœur. D'accord. Parce que au niveau du cœur, il y a bien sûr une intelligence émotionnelle autonome au niveau du cœur. C'est le cœur qui va te faire sentir la tristesse quand tu t'éloignes de ta vie, quand tu t'éloignes des choses qui te font vibrer. Et c'est lui qui va te faire sentir la joie quand tu es aligné avec ce que tu es. Et donc la tristesse profonde, elle peut entraîner une destruction en fait du myocarde parce que l'ampleur de cette émotion va donner des neurotransmetteurs de stress, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et l'impact de ces neurotransmetteurs, il va faire que le cœur va palpiter rapidement. Et en plus, les artères, elles vont devenir rétrécies, elles vont se vasoconstricter, jusqu'à ce qu'on perd en fait l'alimentation en oxygène du muscle cardiaque et on arrive à cet état. Donc voilà, si je reviens à la question que tu as posée, tu m'as dit pour les attaques de panique. Les attaques de panique, c'est la même chose. C'est le fait en fait que le cœur, il reçoit des informations et qu'il envoie au cerveau et que le cerveau va par le biais du système nerveux autonome répondre au cœur. Que la situation de la personne, elle n'est pas donc rassurante. La personne, elle est en insécurité. Et donc, il va continuer à envoyer les hormones du stress, qui sont surtout l'adrénaline. Le cœur va commencer à battre rapidement, puisque la personne, elle est en situation de survie. Et quand on est en survie, on doit donc avoir un rythme cardiaque rapide. Oui, pour pomper pour pomper plus de sang, et on doit avoir beaucoup plus de sang au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs pour attaquer ou fuir. C'est ça. Et quand cette situation va être permanente, on va avoir en fait ce qu'on appelle un trouble de la variabilité cardiaque. D'accord. Le cœur va être tout le temps dans cette situation de survie. D'accord. Et les attaques de panique vont se déclencher d'une manière inopinée, alors que la personne, elle se disait, mais moi, bon, je me suis en sortie de ce stress, ça va maintenant, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive maintenant. Le trauma est toujours là au niveau du corps, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on a démontré que les informations qu'envoie le cœur vers le cerveau sont beaucoup plus importantes que les informations qu'envoie le cerveau vers le cœur. D'accord. 80% des informations, c'est le cœur envoie 80% des informations vers le cerveau, alors que le cerveau, il envoie uniquement 20%. Ok. Donc, on le considère maintenant comme le chef d'orchestre. Ok, super. Alors, il y a une question, en fait. C'est naturellement, il y a toujours cette anecdote de ceux qui ont cette fameuse anomalie d'avoir on sait que généralement, en fait,
pour la majeure partie des personnes, le cœur est censé être à gauche. Mais il y a cette anecdote de personnes rarissimes dont le cœur, en fait, se trouve à droite et qui ont pu subir des assassinats et autre chose. Est-ce qu'on sait déjà à peu près le pourcentage de ces personnes-là et la cause? Et entre guillemets, est-ce qu'il y a des contraintes? Je devine qu'il doit y avoir des contraintes, voilà, par rapport à cette anomalie. Je ne sais pas les pourcentages, honnêtement. D'accord. Mais bon, moi, j'ai vu ça plusieurs fois parce que, en fait, j'ai vu beaucoup d'enfants en cardiopédiatrie. Oui. Ça s'appelle la dextrocardie, c'est-à-dire que le cœur, il est à droite. Droite. Il y a, en fait, parfois un inversement total de tous les organes. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle le situs inversus. D'accord. Donc, pas uniquement le cœur qui est à droite. C'est-à-dire que le foie va être également... Tout peut être inversé et puis tout fonctionne bien. C'est juste inversé. Et parfois, on peut voir juste le cœur qui est à droite, mais il fonctionne parfaitement bien. Mais parfois, ça peut être associé à des malformations cardiaques aussi. D'accord. Donc, ça existe, ce n'est pas grave. Quand on a un cœur à droite, ce n'est pas grave. Mais il faut chercher s'il y a d'autres choses associées. D'accord. Et généralement, est-ce que les personnes, des personnes est-ce qu'il y a des signes qui permettent, en fait, de savoir ça sans examen? C'est-à-dire, à part naturellement, en fait, poser sa main et puis voilà. De savoir sentir. ça sans... oui, est-ce qu'il y a des signes qui permettent immédiatement de détecter ça? Non, je ne pense pas. Ah, d'accord, donc c'est vraiment comme toute autre chose, en fait. Oui, c'est à l'échographie qu'on va découvrir ça, ou bien à la radiographie, quand on fait une radio de thorax. D'accord, ok. Ouais. Maintenant, si on part en fait au niveau en fait de la cardiologie en fait et la sexualité, on sait que pendant un moment il y a eu cette fameuse vague au niveau du Viagra, au niveau en fait de certaines la prise de pilules et autres. Donc je vais aborder ce thème-là, ensuite parler des thèmes des psychotropes. Donc quelle est la relation entre en fait ce type de médicaments-là et en fait de travail au niveau du cœur? Parce que je pense qu'on a souvent entendu que ceux qui en abusaient risquaient de développer en fait des problématiques au niveau du cœur. En fait, ce médicament, il a comme objectif d'augmenter l'irrigation sanguine au niveau des artères qui donnent l'érection. D'accord. Et donc, forcément, il a besoin d'augmenter le volume cardiaque et d'augmenter le volume à l'éjection systolique. D'accord. Ce qui fait que quand on a un cœur normal, tout va bien se passer. Parce que le cœur, il a la possibilité, en fait, d'augmenter sa capacité. Oui, naturellement. Mais quand on a des artères rétrécies, c'est ça. Les artères rétrécies, elles ne sont pas capables d'augmenter cette quantité de sang donc à chaque fois. Et donc, si on prend le médicament, on risque, en fait, de faire un infarctus de myocarde à cause de ça. D'accord. Ok, donc c'est pour ça. Donc, ce que ça signifie, c'est que ceux qui font recours à ce type de médicaments-là, ils devraient absolument d'abord... Certainement. Voilà. Et ils doivent faire un test d'effort. Parce que même si au repos, ils n'ont pas... Parce qu'en fait, le fait de prendre du Viagra, c'est comme si on est en train de faire un effort. D'accord. Un effort important. Et donc, il faut faire déjà un test d'effort et voir la réponse du cœur à l'effort avant de prendre le médicament. D'accord, ok. Et pour ceux qui prennent des psychotropes, il y a souvent, en fait, est-ce qu'il y a une relation entre le fonctionnement du cœur et ce qu'on appelle en fait des bad trips? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord, ok. Certaines personnes avouent que en fait, après la consommation en fait de psychotropes, il y a généralement une accélération en fait du cœur. Bon, après, c'est pas mon expertise entre guillemets, je suis pas tellement compétent en fait dedans, mais par contre, j'ai entendu en fait des témoignages et peut-être les internautes peuvent confirmer ça de en fait la prise de certains psychotropes qui déclenchent en fait une accélération en fait du rythme cardiaque également. Non. Honnêtement, c'est pas à ma connaissance. Le seul truc avec il y a en fait le médicament qu'on donne pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, la Ritaline par exemple. Oui. Ça, ce sont des médicaments qui peuvent en fait entraîner des complications cardiaques et qu'ils peuvent être contre-indiqués en cas de problème cardiaque aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec ça entre le trouble de l'attention et le rythme cardiaque? Je ne sais pas. D'accord. Ok. Je pense que ça serait intéressant en fait. Voilà, ça serait intéressant de chercher. Voilà, c'est intéressant de faire des études là-dessus. Oui. D'accord. Et donc, tu as dit en fait la première partie que
il y a effectivement cette passion que tu as eue pour voilà, la médecine qui t'a orienté au fur et à mesure en fait vers la cardiologie et après en fait au niveau de la pédiatrie, c'est ça. Voilà. Alors, donc est-ce que il y a eu des prédispositions au niveau de ton environnement? Ça signifie est-ce que des membres de ta famille en fait sont dans le domaine médical? Non. D'accord. Donc il y a personne. Personne. Voilà. Et donc tu as donc, bon, ce que je veux dire, c'est que on sait qu'il y a une différence entre l'impulsion qu'on a en tant qu'enfant et la détermination à passer à l'action. Non, en fait, Voilà. à l'âge de 4 ans, je me disais, je vais être médecin. Et médecin du cœur. Hein. D'accord. Ok. Donc, tu as une vision, en fait. Oui, j'avais cette intuition depuis que j'étais petite. Parce que mon père, en fait, il nous enregistrait dans des petites cassettes. Vous connaissez les petites cassettes oui, comme ça. sûr, J'en ai déjà la cassette encore. D'accord. Il y avait une information. Mon âme, il m'a dit ça. Elle m'a informée. Peut-être que j'étais le médecin du cœur physique à un certain moment. Maintenant, je suis le médecin aussi de l'âme qui se loge dans le cœur. Ok, super, super. Et je sais que ton mari, il est également dans le domaine médical. Oui. Voilà. Oui. Donc, du coup, je devine que ça doit faire une grande complicité parce que vous êtes dans lui et dans quel domaine? Lui, il est un chirurgien urologue. D'accord. Urologie. Okay. D'accord. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est comment est-ce que entre guillemets, vos professions, en fait, communiquent? Ça communique parce que les personnes qui ont une dysfonction érectile vont vers mon mari et puis lui, il me les envoie parce que dès qu'ils ont une dysfonction érectile, ça veut dire qu'il faut vraiment voir si le cœur va bien. Parce que toutes les artères sont en relation. D'accord. Et après, s'il va donner un médicament, c'est moi qui dois donner le feu vert pour qu'il prescrive. Ok, super, super. Et du coup, vous êtes connus comment? Déjà en fac En fac, on était depuis la première année médecine ensemble. Ah, d'accord, ok, oui. Super alors. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi, donc, du coup, en fait, noté que ce soit chez toi ou bien que ce soit chez lui, c'est qu'il y a vraiment, en fait, un intérêt pour le parcours spirituel. Tout à fait. Voilà. Et donc, comment est-ce que c'est venu? Parce que c'est pas très commun d'avoir des médecins. Par exemple, on a souvent cette image-là qui est peut-être aussi un préjugé des médecins qui sont purement vers une approche en fait cartésienne et qui font un rejet de la spiritualité. Et il y a en fait des personnes dont vous faites en partie qui sont des médecins qui ont la curiosité de s'interroger autrement. Tout à fait. Voilà. Alors comment c'est venu en fait pour vous? Honnêtement, j'étais comme tous les médecins jusqu'à 2017. D'accord. Quel était l'événement? J'étais très cartésienne, je voulais même pas entendre parler de l'homéopathie, de la phytothérapie, tout ça, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à ce que j'avais un cadeau mal emballé que mon Dieu m'a envoyé, c'était la fibromyalgie. D'accord. Donc j'ai été malade. En fait, la fibromyalgie, elle m'a empêché d'ôter cette identité. L'identité de la femme forte, la cardiologue, la performante, qui réussit toujours, qui n'a besoin de personne, qui est complètement indépendante. D'un coup, je me suis retrouvée complètement affaiblie, des douleurs partout, des vertiges tout le temps, isolée du monde. Je ne peux plus courir partout comme j'étais. J'avais donc un abaissement du seuil de la douleur. C'est comme si ma maladie, elle était en train de me montrer ma vraie nature, qui est hypersensible en fait, et vulnérable. Je cachais tout le temps ma vulnérabilité jusqu'à ce que mon corps, il a tout exprimé en fait. Et donc, grâce à la fibromyalgie, j'ai développé beaucoup de complications et j'étais contrainte à m'isoler, à me retrouver. Et comme je t'avais dit, depuis ma pratique médicale, je me posais toujours des questions. Je voulais comprendre pourquoi ces patients qui font des attaques de panique avant la maladie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens qui tombent malades du cœur et d'autres qui tombent malades de la vessie et d'autres qui tombent... Et donc, il y avait toujours ces questions en moi. Et donc, grâce à ma maladie, enfin, je me suis retrouvée en train de m'asseoir pour chercher des réponses. J'ai commencé à comprendre que mon mal-être, il est beaucoup plus important que les douleurs que je suis en train de sentir. Et en ce moment-là, bien sûr, comme donc tout bascule pendant le même moment, j'avais des problèmes conjugaux, j'avais des problèmes avec mes enfants, j'avais des problèmes avec mes relations. Le monde de crise, en fait. Voilà.
Et donc, c'était à la fin d'un cycle, en fait, de ma vie où tout va mal. Et donc, en ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à écouter des podcasts, à écouter des vidéos. D'un coup, j'avais des relations qui sont parties comme ça. Et donc, j'ai souffert parce que les personnes m'ont abandonnée. Et d'un coup, j'ai retrouvé d'autres personnes qui sont en train de rentrer dans ma vie. Et j'ai commencé mon aventure vers moi parce que je comprenais que ma guérison ne dépend plus des médicaments. J'ai pris plein de médicaments, j'ai reçu plein de toxines dans mon corps. Ça ne m'a pas du tout aidé. J'ai développé une myosite aux corticoïdes à force de prendre des corticoïdes. Et j'étais en fait appelée à faire 2 chirurgies pour des hernies cervicales, mais à chaque fois, je refusais de faire la chirurgie, malgré que j'avais du mal même à bouger mon bras. Parce que j'avais à l'intérieur de moi une voix qui me dit, il y a autre chose. C'est pas ça qui va te guérir. Et du coup, donc, je me suis retrouvée en train d'écouter des psychologues pour comprendre beaucoup de choses par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie conjugale, par rapport à beaucoup de choses. Et j'étais impressionnée parce que j'avais l'impression comme si j'étais dans une tombe et j'étais en train de me réveiller. Et j'ai commencé à lire des bouquins. J'ai commencé à voyager partout à la recherche de personnes inspirantes pour assister à des ateliers. J'étais en Suisse, j'étais en France, j'étais en Belgique. Je suivais tout le temps des personnes sur YouTube. Et après, quand ils faisaient des ateliers, je voyageais pour les voir et pour assister. Et j'ai commencé à comprendre les relations toxiques dans ma vie, mes drivers inconscients, mon anxiété de performance, l'origine du stress de mes enfants, l'origine des relations toxiques que je menais avec les autres. Et j'ai commencé à comprendre le mal que je me suis infligé et que j'ai infligé à mon corps parce que je n'écoutais jamais mon corps, parce que je ne bougeais pas, je ne faisais pas de sport. Et petit à petit, les prises de conscience au niveau de mon mental, j'ai commencé à me libérer des croyances bloquantes. J'ai commencé à libérer mon corps. J'ai retrouvé le yoga, la marche. J'ai commencé à libérer ma sensibilité. Je me suis retrouvée en train de chanter de nouveau, parce que depuis que j'étais petite, j'adorais le chant, mais j'étais complètement à côté de mon désir artistique pendant des années. Donc, à travers ce chemin, je me suis retrouvée en train de récupérer ma santé. Faire bouger mon corps, faire bouger mes croyances, et puis retrouver des moments vraiment de pleine présence, en travaillant ma voix, en travaillant ma posture, en chantant les belles mélodies de mon enfance. Je me suis reconnectée à la joie. J'ai vraiment retrouvé la joie, la vraie joie au cœur. D'accord. Et bien sûr, mon mari, il a été très compréhensif et il m'a accompagnée dans ce voyage. D'accord. Il était avec moi et du coup, lui aussi, il a changé grâce à ça. Super. Oui. Alors, tu as mentionné que tu as été présidente d'une association. Oui, voilà. je le suis encore. Voilà, qui s'occupe des enfants qui ont des maladies mentales. Oui, c'est ça. Tout à Alors, fait. déjà, de quel type de maladie est-ce qu'on parle? Oui. Et qu'est-ce qui t'a orienté en fait dans cette direction? En fait, moi, et à quel moment est-ce que tu as décidé de t'orienter? En fait, j'ai toujours cherché à aider l'humain. Et depuis petite, je voyais que, après j'ai compris que j'avais une grande blessure d'injustice. Je voulais mettre de la justice dans le monde. Et donc, depuis petite, j'étais en train de bouquiner dans la politique, dans des trucs comme ça. Et je me suis retrouvée un jour dans un parti politique. Et j'ai participé aux élections municipales. Et bien sûr, j'ai gagné parce que moi, je ne perds jamais. J'étais toujours dans la performance. Et j'ai gagné 8 chaises dans la municipalité. Et j'ai commencé une aventure. Et au cours de ce mandat, je me suis intéressée à aider les associations qui existaient dans la commune. Et parmi ces associations, il y avait cette association qui s'occupe des déficients mentaux, en fait. Qui s'occupe de 125 déficients mentaux. Et qui aide en fait ces enfants à s'intégrer en scolarité ou bien à apprendre des métiers pour s'intégrer en vie professionnelle.
à l'époque, quand j'étais à la municipalité, donc j'ai essayé de retrouver des dons et des fonds pour aider l'association. Après, j'ai décidé d'arrêter mon activité municipale parce que je me suis pas retrouvée du tout dans la politique. C'était pas du tout. Mais en fait, j'ai compris après que ce passage était pour que je prenne en charge ces enfants-là. D'accord. Et parce que depuis 2019, les circonstances ont fait que je suis devenue la présidente de cette association. En ce moment-là, j'ai quitté la municipalité et je me suis occupée de cette association qui était dans une situation très lamentable. Mais Dieu merci, je suis très fière de ce que j'ai parcouru avec ces enfants-là et de l'état actuel dans lequel elle est l'association. Maintenant, je peux te dire avec beaucoup de fierté que c'est une parmi les meilleures associations en Tunisie. D'accord. C'est de quelle association on parle pour que les internautes puissent aider et contribuer? C'est Section Amal, c'est-à-dire espoir en français, Amal en arabe, de l'Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux. D'accord. ASFAX. Ok, voilà. Super. Et donc, du coup, tu as également c'est quoi ta fondation, c'est ça, ou ton centre, excuse-moi, c'est ça. Juste pour te dire quelque chose par rapport à l'association, l'autre chose qui m'a fait en fait plutôt orienter vers cette association, parce que tu sais, moi je t'avais dit que j'avais une sous-spécialité de la cardiopédiatrie. C'est ça. Et les enfants qui ont des déficiences mentales, surtout les trisomiques, développent beaucoup de cardiopathie. Ah, donc j'en ai vu beaucoup dans ma carrière et j'adore les trisomiques. Parce qu'un enfant qui a une déficience mentale, c'est un enfant qui va toujours garder sa spontanéité. Oui, c'est comme si le curseur restait bloqué dans la phase d'enfant. Voilà. Ouais. Et donc, moi, j'adorais ces enfants-là. Et en plus, je voyais le malaise des mamans qui ont des enfants comme ça en Tunisie. J'imagine. Parce que c'est très mal vu et c'est des enfants qui sont dans la souffrance avec leur famille et en particulier leur maman. Oui, le regard, voilà. En fait, sont des sentiments contradictoires en fait qu'on a. Voilà. On veut protéger, en même temps, on ne veut pas exposer. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais aider ces enfants-là. Et puisque j'étais en France à un certain moment, je savais que ces enfants-là peuvent être vraiment intégrés dans des petits métiers, comme beaucoup de petits métiers. Donc, j'ai essayé en fait de faire de façon que je change un peu le regard des Tunisiens par rapport à ces enfants-là. D'accord. Voilà, donc je me suis retrouvée avec eux, avec leur famille, vivre leurs défis. Et je suis très contente qu'ils sont en train actuellement de produire des choses extraordinaires parce que au niveau de l'association, maintenant, ils sont en train de créer des petits projets. On crée des petits projets. À travers les projets, en fait, on vend en fait les produits et on gagne de l'argent pour entretenir l'association. Donc, je suis très, très heureuse de voir ça, moi, de voir ces enfants-là qui sont fiers d'eux-mêmes, en fait. Super, encore bravo. Oui. Okay. Alors, en parlant de c'est quoi ton centre, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça représente et comment est-ce que ça fonctionne? En fait, à partir de mon parcours que j'ai vécu avec ma maladie, j'ai compris qu'on ne peut pas être en bonne santé, sauf en libérant le mental, le cœur et le corps. D'accord. Les trois. Et après mon parcours personnel, j'ai décidé de me former. Et j'ai commencé à me former en neurosciences, en PNL, en énéagramme. Parce que je te disais, je suis très passionnée par ça. Et à un certain moment, j'ai compris que finalement, j'étais pas médecin par hasard. J'ai pas attrapé la fibromyalgie par hasard. C'est certainement que je peux aider les gens à travers ce chemin que j'ai fait, j'ai parcouru. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas, je vais fonder un centre qui s'appelle l'art de la découverte de soi. Parce que pour moi, la découverte de soi, c'est un art. Bien sûr. Et quand on découvre soi-même, on fait de notre vie une pièce d'art. Absolument. C'est pour ça que le mot art, il est très important. Et donc, mon mari m'a encouragée. Il est déjà mon associé dans cet institut. Super. Et donc, dans cet institut, je traduis la philosophie du bien-être pour moi. Et donc, il y a tout ce qui libère le corps de ses tensions, les cours de yoga, des techniques de respiration, les cours de danse,
tout ce qui est des exercices de psychomotricité, aussi bien, surtout pour les enfants. Il y a pour le mental mon produit phare dont je suis très fière, qui s'appelle les clubs de conscience. Ah, super ça. Les clubs de conscience, en fait, c'est une thérapie en groupe. En fait, j'ai conçu un premier niveau et un deuxième niveau. Un premier niveau, il y a 21 séances réparties sur 3 modules, chacun de 7 séances. D'accord. Et à partir de ce parcours, les participants, ils vont commencer à découvrir les mystères de leur cerveau, la programmation neurolinguistique. Ils vont mieux fréquenter leurs émotions. On va parler d'émotions. Après, on va partir vers les blessures d'enfance, vers les drivers inconscients, vers tout ce qui est problème de l'éducation. Après, on va partir vers le pardon. Et vers l'estime de soi. Et après, à la fin pour le dernier module, on va découvrir ses valeurs, ses talents, et on va commencer à créer la vie dont on rêve, qui nous fait vibrer. Donc, c'est un parcours, en fait, qui a commencé depuis 2022. J'ai commencé avec beaucoup de groupes. Je suis très, très, très heureuse des résultats que je suis en train de voir. Parce qu'en fait, moi, je veux bien coacher les gens. Mais j'aime beaucoup plus enseigner et faire en fait des ateliers en groupe comme ça. C'est ça. Parce que l'énergie du groupe, elle est très importante. Et en plus, je suis convaincue par quelque chose, que parmi les choses qui, d'ailleurs, c'est pas uniquement moi, même l'OMS dit ça, que la longévité d'une personne augmente quand il a de bonnes relations. Absolument. Et donc, à travers ces ateliers-là, les personnes, ils vont se créer des relations saines, parce que tout le monde, ils sont là dans l'authenticité, à la recherche de soi. Et donc, du coup, on travaille sur ses croyances, mais aussi on gagne de nouvelles amitiés. Absolument. Donc, à part ça, les clubs de conscience, j'ai bien sûr les clubs artistiques à la déesse. Tout ce qui est art me passionne, la théâtre, le chant, les techniques de chant, la céramique. Parce qu'en fait, quand on est en train de faire un tableau ou de contempler un tableau ou de réciter une chanson ou de travailler sur sa voix, on est en fait dans un état de pleine conscience, de pleine présence, présent à ses émotions, à ses blocages. On se reconnecte à la joie au cœur. Et cette joie au cœur, elle nous fait reconnecter à notre intelligence supérieure, à notre conscience supérieure. Et donc, du coup, les participants au club de conscience, ils sont appelés à faire du yoga et à faire une activité artistique de leur choix en même temps, parce que ça leur permet, en fait, d'avancer plus rapidement. Ok, super. Donc, j'ai traduit toute ma philosophie là-bas. Et à part ces activités donc hebdomadaires et mensuelles, je fais aussi des ateliers. Je fais en fait des stages d'énéagramme parce que je suis formée à Paris, au Centre d'études de l'énéagramme de Paris, à la tradition orale. Et donc, j'ai aussi créé une belle communauté qui a fait l'énéagramme à Sfax. Et c'est un outil que j'adore. Donc, je fais tous les ans pratiquement 2 à 3 fois le stage énéagramme aussi. D'accord, super. Voilà. Alors, au niveau des dernières questions, c'est une question un peu particulière. Oui. Qui est partie en fait d'un constat que j'ai fait après le congrès. Okay. C'est naturellement, moi je travaille en fait dans le cadre de ma présence en Tunisie, je travaille avec pas mal de communautés, tout le monde, que ce soit au niveau en fait local et puis au niveau des expats également. Et mais en particulier, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait quelque chose de différent vers une communauté en particulier que j'ai rencontrée au niveau comment on appelle encore ça, du congrès, justement, voilà, le congrès qui était organisé en fait par Férouz, qui était la communauté sfaxienne. Okay. Et ce que j'ai toujours entendu parler de ça, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de constater, parce qu'après j'ai côtoyé des personnes juste après, c'est qu'il y a une dynamique qui est différente en fait chez des personnes qui sont de cette région-là, que ce sont des personnes qui sont en fait très dynamiques, que ce soit en fait au niveau des projets, que ce soit au niveau en fait de la curiosité. Qu'est-ce qui entre guillemets, toi tu viens aussi de Sfax, n'est-ce pas? Oui. Donc du coup, je vais dire ça comme ça, qu'est-ce qui vous rend entre guillemets différent? Parce que ça me rappelle un peu, moi je viens
tu vois un peu, moi je viens du Cameroun, et je sais qu'au Cameroun, il y a aussi une région qui est celle de l'Ouest, où les personnes sont très dynamiques dans les affaires, ils sont extrêmement doués pour l'entrepreneuriat. Oui. Donc pour moi, ça fait écho un peu à ça. Voilà. Oui, c'est vrai, à Sfax, on était toujours différents. En fait, moi, je suis convaincue par quelque chose, que la contrainte, c'est le mécanisme d'antifragilité de l'être humain. C'est ça c'est Et sans contrainte, très bien dit. et sans contrainte, on ne peut pas forger de bons êtres humains. À Sfax, on a toujours vécu la contrainte. Ça veut dire un Sfaxien, il veut toujours gagner son pain par le travail. C'est des personnes qui ont toujours appris que dans la vie, il faut toujours être responsable, il faut vraiment savoir gérer sa vie et programmer sa vie. Les Sfaxiens, avant, ils étaient pratiquement tous des artisans. D'accord. Et ils ont appris leur métier à leurs enfants. Donc, ça se transmet de père en fils. Une transmission, voilà. Voilà, de père en fils. Et après, quand on était ouvert sur la scolarité, puisqu'on est habitué par la culture de travail, même en scolarité, il y a beaucoup de sérieux du point de vue donc études scolaires au niveau de notre culture sfaxienne. Les Sfaxiens dépensent énormément d'argent pour la scolarité de leurs enfants. Ils ne comptent pas. Pour eux, le fait d'apprendre et le fait d'avancer, c'est indispensable. Ceci dit que ça nous a beaucoup servi d'un point de vue donc personnalité à un certain moment, mais maintenant, je pense que ça commence à desservir un peu parce que on devient dans l'anxiété de performance et dans la compétition, et ça rend un peu. Bonne analyse. Voilà. Mais bon, j'espère qu'on va se rattraper parce qu'on a quand même de belles qualités. Bon, en Tunisie, ils disent un Sfaxien, il est avare et il ne veut pas dépenser. Oui, c'est juste ce que j'ai entendu. Mais ça, c'est pas vrai en fait. Un Sfaxien, il sait très bien investir. Où est-ce qu'il investit son argent. Parce que là, l'investissement humain, l'investissement en énergie, c'est la plus grande intelligence. La plus grande intelligence, c'est de savoir où mettre son attention et son énergie, en fait. Oui. Voilà, peut-être que c'est ça. Oh, merci. C'est un bon insight et je pense qu'il y a une très belle analyse, en fait. Alors, donc, pour terminer, j'ai juste 3 questions. Première question, c'est quels sont les 3 livres que tu aimerais recommander à nos internautes? Voilà, peut-être des livres qui t'ont parlé ou que tu sens, voilà, worth sharing. Oui. Il y a 3 livres qui ont vraiment changé. Il y avait un avant et un après dans ma vie. Oui, naturellement, j'imagine. Oui. Il y avait le livre de Laurent Gounel, Le philosophe qui n'était pas sage. Oui. Ça, c'était parmi les premiers livres que j'ai commencé à travers lequel de voir la vie autrement. Le deuxième, c'est Les 4 accords Toltec. Oui, bien sûr, Miguel Ruiz. Dedans Miguel Ruiz. Et le troisième, c'est Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Si tu veux, ça, c'est parmi les 3 bouquins les plus intéressants. Je donne encore un 4e qui peut être très, très utile et il est très facile à lire. Les 7 lois spirituelles de succès de Deepak Chopra. D'accord. Ok, super. Et 3 films qui sont tes meilleurs de tous les temps. J'en ai pas beaucoup de films, mais il y a un film particulier qui m'a marqué à l'époque où j'étais résidente en médecine, La ligne verte. Oui. Ça m'a beaucoup impacté. Et puis, il y a un autre film de Tom Hanks aussi. J'ai oublié le nom, mais en fait... C'est pas Philadelphie? Non, quand il s'est retrouvé seul... Ah oui, celui là. Et il s'est créé un ballon pour... Ça, c'est trop fort, ce film-là. C'est pas Seul au monde? Seul au monde, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est un film dont je connais le titre, mais je n'ai jamais regardé. Il est magnifique. Et puis, le troisième dont je me rappelle maintenant, c'est celui qui parle d'un patient, en fait, schizophrène, Beautiful Mind. Ok. Voilà. D'accord. Super. Alors, et le dernier, quel est le message que tu aimerais laisser qui résume toute ton existence? Le message. Oui.
Moi, j'aimerais tout. Bon, je parlerai en tant que peut-être cardiologue. Et un message que je veux bien que tout le monde l'écoute. Au niveau des facteurs de risque, comment on peut prévenir la maladie cardiaque et être en bonne santé? Je trouve qu'il y a un facteur de risque qu'on a beaucoup trop grossir, qui est l'hérédité familiale. D'accord. Parce que la science aujourd'hui découvre que ce n'est pas nos gènes qui nous rendent malades, mais c'est l'environnement cellulaire qu'on crée dans nos corps qui peuvent laisser les gènes de la maladie s'exprimer. D'accord. Parce que si on veut être responsable de notre vie et de notre santé, on peut créer un environnement propice à la santé et on laisse exprimer les gènes de la santé. Super. L'autre chose, le facteur de risque pour moi, le plus important qui est la racine de tous les maux, c'est le fait de vivre dans le stress chronique et dans un bien-être et dans un mal-être continu, et quand on ne refuse de s'écouter. Donc s'écouter, écouter notre mal-être, c'est la première étape pour pouvoir vraiment prévenir tous les autres facteurs de risque. Parce que si tu vis dans un stress chronique, bien évidemment, tu vas avoir tout le temps du cortisol dans ton sang, tu vas avoir tout le temps un système immunitaire défaillant, ta glycémie va monter, ta tension artérielle va monter, après tu vas commencer à faire de l'inflammation, à boucher tes artères, et après tu vas commencer aussi à calmer ta frustration par la consommation, tu vas consommer du tabac, tu vas consommer de la bouffe, tu vas devenir obèse, et tout ça c'est juste pour calmer cette frustration parce que tu refuses d'écouter ton stress. Alors écoute ton stress et tu vas prévenir tous les facteurs de risque des maladies. Super, merci. Alors, où est-ce que les internautes peuvent te retrouver et comment est-ce qu'ils peuvent soutenir ce que tu fais et te suivre? Moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Art de Vivre. Je suis sur Instagram aussi, Imen Trabelsi Sanoun, je pense, Imen Trabelsi. J'ai aussi la page de mon centre qui est l'art de la découverte de soi, l'art de découverte de soi. Et puis, j'ai aussi sur YouTube aussi des vidéos de la page l'art de découverte de soi. Donc, ils peuvent me retrouver aussi. D'accord, super. Donc, merci encore d'avoir partagé ton intériorité, ton chemin et les belles choses que tu fais avec nous. Et je pense que les internautes vont faire une très belle découverte en te suivant également sur tous tes réseaux. Merci. Okay. Merci à toi, Ariel. Merci.